Notre sujet, c'est le secret de l'action. Et réponse à la question que se pose beaucoup, comment réussir? Comment bien agir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Etc. Ça vous rappelle quelque chose? Alain a répondu d'une façon très simple et même rigolote. Et il dit, il suffit de s'y mettre. Voilà, c'est ça le secret. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai commencé à m'y mettre, moi, en juin. Et je me suis dit, bon, où est-ce qu'il dit ça? J'espère que c'est dans un de ses propos, parce que c'est juste une page, et en général, c'est édifiant. Il y a 10 phrases qui sont, à elles seules, une leçon vraiment formidable. Je cherche. Donc j'aime beaucoup cet auteur, donc je le relis, j'arrive pas à retrouver cette phrase clé, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et donc j'utilise mes anciens élèves. Moi je suis un exploiteur d'énergie maintenant, donc je lance un message sur les réseaux en disant voilà, je cherche cette phrase, le secret de l'action c'est de s'y mettre. Et moi-même je commence à utiliser tous les outils informatiques que j'ai. L'œuvre complète d'Alain est sur Internet. Il suffit avec quelques mots-clés de chercher une phrase, on la trouve. Je tape, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Je ne trouve pas. Par contre, je trouve un auteur, comment il s'appelle? Ah, ça y est, à force de me résumer, je ne me retrouve plus. Qui a écrit un grand bouquin sur la confiance. Il y a 3-4 ans, qui a été le bouquin de philo qui s'est le plus vendu. Ça vous dit rien? Non, Frédéric Lenoir. Non, c'est l'autre. C'est pas Frédéric Lenoir, c'est un autre auteur de best-seller, je vais le retrouver, que j'adore, hein, vraiment. Charles Pépin. Charles Pépin. Et qui a écrit dans un livre sur la confiance, il dit, voilà, il suffit de se lancer, comme le dit Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc c'est la seule référence que je trouve. Donc je trouve un auteur qui cite mon auteur. Et je trouve plein d'autres gens qui se réfèrent aussi soit à Charles Pépin, soit à Alain, et en fait cette phrase n'existe pas. Non. J'en suis sûr, hein, parce que vraiment ça fait depuis juin, donc vraiment j'en suis sûr. J'en suis sûr, j'ai demandé à plein de gens qui me semblent compétents, et qui vont chercher à leur tour, et qui n'ont pas trouvé. Et voilà, et ça fait partie de beaucoup de phrases, hein. Il y a beaucoup de phrases comme ça, de beaucoup d'auteurs, que l'on croit citer d'une façon édifiante. Et alors, moi qui pensais donc vous faire une belle leçon sur Alain et sur sa philosophie, bah, je me retrouve un peu embêté. Mais je vais vous dire comment je vais m'en sortir, parce qu'en fait, j'ai eu trop de pistes, donc c'est pour ça que j'ai même pas vu quel temps il faisait ces derniers temps, tellement j'étais embourbé dans mes lectures, dans mes relectures, dans mes ouvertures, au point que je vais pas avoir le temps de tout vous dire. Mon but, ça va être de juste vous montrer les pistes, et puis peut-être, si on continue ce beau modèle d'Adrien, parce que moi c'est mon rêve, hein, faire 1 heure de conférence, puis ensuite des petits exercices jubilatoires. Ça peut être bien de vous mettre en train. Le secret de l'expérience, c'est de la vivre. Non? Bon. Il y a un truc que j'ai trouvé sur pas mal de réseaux qui m'a beaucoup plu, qui a été donné... on refait tourner, gardez là au fond, parce que probablement que cette feuille pourra servir pour les retardateurs qui suivront. C'est une petite histoire rigolote, édifiante. En fait, tout ce que je vais vous dire sera édifiant, évidemment, c'est mon but. D'un étudiant en mathématiques dans une grande université qui s'endort en écoutant le prof parler, puis tout d'un coup il se réveille, tout le monde se lève, c'est la fin du cours, et il voit une équation au tableau. Donc, puis même il voit plusieurs problèmes. Donc il note les problèmes, et puis il s'en va en se disant bon bah voilà, pour le prochain cours, faut que j'ai réussi à me rattraper, puis à résoudre ça. Et il bosse, c'est super dur, et il ne résout que le premier. Et à la séance suivante, il est vraiment gêné, il se dit bon bah je suis pas au niveau, j'aurais pas dû dormir, enfin c'est terrible. Et le prof continue son cours sans évoquer les problèmes en question. Au bout d'un moment, l'élève ose lui poser la question de ces problèmes-là. Et le prof dit, bah oui, c'est des problèmes dont on n'a pas la solution. Je vous ai évoqué des problèmes insolubles. Et là, l'élève dit, bah pourtant, regardez. Et il montre qu'il a résolu le premier. Le prof de maths explose de rire, puis il regarde. Et oui, il a résolu le problème. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit ça, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Si, et seulement si, je crois que je peux donc le faire, je m'y mets. Et alors, je m'en donne les moyens.
Mais évidemment, personne dans l'amphi, ni même dans l'histoire des mathématiques jusqu'alors, personne ne cherchait à résoudre ces équations vu qu'elles étaient données comme impossibles. Et en fait, le secret, quand on est face à quelque chose de très complexe, c'est de s'y mettre. Et moi, il me semble que ça résonne énormément en moi, je ne sais pas en vous, ce genre de truc, parce que moi, je suis souvent dans l'irrésolution. Je suis un intello. Par exemple, là, j'ai dû refaire ma cuisine l'été dernier. J'étais parfois face à des problèmes, mais c'était dingue. J'avais une plainte en main, donc déjà, pour retenir qu'une planche, c'est une plainte, je ne comprenais pas. J'avais envie de lui parler, j'avais envie de faire plein de choses, mais je ne savais pas où la mettre, comment la mettre, etc. Et je restais dans l'irrésolution. Et j'ai invité un ami qui était beaucoup plus manuel que moi à se confronter à tous ces problèmes pratiques. Et lui, à chaque fois, il y allait. Et il disait, bon, bah, je vais la mettre comme ça. Ah, ça rentre pas. Bon, bah, on va faire comme ça. Ah, bah, finalement, là, il va falloir recouper. Et puis, finalement, il faut redimensionner le truc. Et puis. Et peu à peu, il y arrive. Et donc, il me semble que dans tous les problèmes pratiques, il y a celui qui conçoit et qui reste là, irrésolu, incapable d'agir, et celui qui s'y met sans même avoir compris. Donc beaucoup de mécaniciens, par exemple, me disent je pensais que c'était ça, j'ai démonté tout pour vérifier ça, puis c'était pas ça, mais j'ai tout remonté, puis ça marche. Voilà. Et sinon, comment vous faites? Ah bah des fois, je tapote un peu là. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Et tous ceux qui ont eu des problèmes techniques à résoudre savent que c'est pas l'intelligence, la théorie qui serait, qui précéderait la pratique. C'est plutôt l'inverse. D'où d'ailleurs une belle œuvre de Kant qui s'appelle... je me suis trompé. C'est pas lui. Je réfléchis. Ah non, c'est ça. Sur le lieu commun, il se peut que ça soit juste en théorie, mais en pratique, ça vaut rien. Donc on a des très belles idées souvent, par exemple en politique. Qu'est-ce que c'est beau la démocratie? C'est dans quel pays là qu'on vient d'élire un homme qui arrive avec une tronçonneuse Trump, moi aussi j'ai éclaté de rire quand Trump a été élu, franchement. Enfin bon, la démocratie, ça amène à ça. Ça amène, c'est-à-dire à des gens qui nous laissent perplexes. Mais on ne sait pas, hein. Peut-être que ça va être bon, on ne sait pas. Moi j'en vois qui doutent. L'Ukrainien qui était acteur et qui par un concours de circonstances s'est retrouvé à la tête d'un pays, on s'est dit c'est un gouvernement fantoche, il fera jamais rien de bon, il résiste à une guerre, il a des chances de la gagner finalement. C'est marrant, hein, mais il s'y est mis, à fond. Et peut-être que, donc il y aurait un secret là. Donc voilà, déjà, vous voyez moi, ma philosophie à deux balles là qui s'ébauche, c'est cette idée que parfois, plutôt que de surévaluer, ça se dit, j'aime pas du tout, je fréquente des managers en ce moment, surévaluer ça veut rien dire. Ouais, si, plutôt que de supposer que le problème est quasiment insoluble, mieux vaut se lancer dedans, peut-être même très naïvement. Mais on a peut-être plus de chances de le résoudre qu'en étant dans des prospectives qui restent parfaitement théoriques, abstraites et qui ne mènent nulle part. En fait, le problème qu'on a, c'est nous. C'est pas le monde réel. Ce que Épictète résumait, et je vais essayer de pas trop le citer, puisque il sera au sujet de la prochaine conférence aussi, également. Épictète résumait ça en disant ça n'est pas le monde qui te trouble, c'est la représentation que tu t'en fais. Donc, ça n'est pas l'action qui est difficile, c'est ton irrésolution, c'est ton incapacité à te lancer sans savoir comment tu vas faire. Car en fait, évidemment, la théorie ne correspond jamais exactement à la pratique. Jamais. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi, en physique. J'étais éberlué sans arrêt. Quand en chimie, par exemple, on devait faire des expériences avec des éprouvettes, j'avais jamais les données que donnait le prof. Mais jamais. Et pourtant, j'étais consciencieux. Mais jamais ça se passait comme prévu. Et le prof, à chaque fois, me disait « Ouais, c'est bon, t'as pas tout à fait la courbe exponentielle. Il y a un X et un Y qui font un peu ça. Bah, peut-être que ton éprouvette était un peu sale. »
Je recommençais en nettoyant mieux, je recommençais, hop, j'avais un X qui était là, puis un Y qui était là, finalement ça changeait complètement tout. Et je recommençais, puis j'avais encore des nouvelles données, et il m'a dit, les données ne seront jamais les mêmes, jamais tu n'auras les mêmes résultats dans ton expérience. La théorie est parfaite, la courbe aussi, mais quand tu prends les résultats, tu n'as pas des résultats qui correspondent à la théorie. C'est bien gênant. Mais tous les bricoleurs le savent. Il y a toujours un moment où ça marche pas, ça rentre pas, c'est pas possible. Pardon ? Les bricoleurs ne trouvent pas, ça marche pas. Ouais. Et ils gueulent, on les entend. Mais j'adore ça. Et moi, je suis pas assez bricoleur, mais j'ai eu des jubilations. Une fois, j'ai réparé une tondeuse en prenant un bout de plastique, parce qu'il y avait une partie en métal que je n'avais pas, et je me voyais mal aller demander à ce qu'on me la répare, etc. J'avais pas les sous ni rien. Puis à un moment, j'ai tordu un bout de plastique, j'ai vissé le bout de plastique, et ça s'est mis à marcher. Et quand j'ai expliqué ça à des vrais grands bricoleurs, ils m'ont dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et j'aurais dit, ça fait 4 ans qu'elle marche, ma tondeuse, maintenant, ça marche. La question, c'est celle-là. Est-ce que c'est opérationnel ? Est-ce que ça fonctionne ? Bon, en fait, pour résoudre le truc, il faut bien poser le problème. Le problème, c'est que au moment de me lancer dans une action, je m'éprouve, moi, comme un humble, un minuscule, un misérable acteur, incapable, en fait. Donc, j'ai regardé, moi, ma cuisine en chantier, et j'ai pleuré devant un lavabo explosé. Et voilà, je suis incapable, mes capacités sont insuffisantes. Et je regarde ce monde extérieur, le monde est d'une complexité infinie. Et donc, je vais surévaluer, le problème en disant que il y a quelque chose d'incommensurable. Je reprends le vocabulaire de Pascal. Pascal qui dit « Je suis un être misérable devant un univers ». Il se sent écrasé par cette complexité de tout l'univers. Maintenant, il faut dire que les solutions, elles ont été trouvées, données, explicitées, donc je vais essayer de les exploiter rapidement. Donc les stoïciens, comme Épictète, disent « Essaye de te changer toi, ta volonté, adapte-toi à ce qu'il y a autour de toi. Essaye d'accepter les événements tels qu'ils arrivent sans même essayer de les comprendre, ça ne changera rien. Que je sache ou pas pourquoi il pleut, comment il pleut, etc. Il pleut. Qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'il pleuve. Je suis heureux s'il se passe ce que je veux. Je veux qu'il pleuve. Voilà, je veux exactement les choses telles qu'elles arrivent, ça marche, je suis heureux. C'est aussi simple que ça. Et là, il ne faut pas avoir peur d'être simpliste. Et attention, c'est pas pour autant que les auteurs sont peu intelligents. Je pense à Descartes, qui est quand même un grand mathématicien. Le premier de ses bouquins, Les règles pour la direction de l'esprit, termine par des équations. Vraiment, il avait beau être rigoureux, méthodique et très bien écrire, parfois même en français, parce qu'il était le premier à l'époque. Il disait c'est pour que même les femmes puissent me lire. Très sympa. Très sympa. Son raisonnement était simple. Il disait mon entendement est limité. Je ne suis pas Dieu. Je suis face à un monde créé par Dieu, donc d'une infinie complexité. Et j'ai un truc par contre qui est infini, c'est ma volonté. Et je vais en user, tant qu'à faire. Donc d'un côté, je vais avoir une méthode absolument rigoureuse parce que je ne peux pas juste en regardant par exemple un calcul compliqué en trouver le résultat, j'en suis incapable, il va me falloir procéder par étapes. Commencer par les choses les plus simples, les plus évidentes, et de chaque évidence déduire d'autres évidences. Et peu à peu, ce monde va m'appartenir. Mais ce qui est très rigolo, c'est qu'il dit ce monde, il est créé par Dieu, Dieu qui est tout-puissant et qui est infini. Donc il m'échappe. Et Dieu peut, et même d'après Descartes il le fait, il peut recréer tout le monde à chaque instant. C'est-à-dire que Dieu pourrait décider que cet objet resterait en l'air à tout moment, ou que n'importe quel objet disparaîtrait et réapparaîtrait, puisqu'il recrée le monde d'une façon permanente. Il se pourrait que ça n'ait aucun sens. Or, Dieu a suivi visiblement certaines logiques. Autant essayer de les suivre aussi, ou de les imaginer, parce qu'évidemment, moi, j'y arriverai jamais totalement. Et Descartes appelle ça la fable du monde. C'est-à-dire que, ne pouvant pas appréhender tout l'univers, avec toutes ses lois dans leur complexité,
je vais essayer d'imaginer des trucs. Et mine de rien, Descartes écrit un traité du monde, par exemple, où il explique que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour du Soleil, etc. Il écrit un traité de l'homme, où il explique, par exemple, la circulation du sang, ce qui était nouveau à l'époque. Il explique tous les nerfs qui remontent dans l'hypothalamus. Il explique la volonté. Enfin, il explique beaucoup de choses qui sont extraordinaires, en disant à chaque fois, oh, je m'amuse, ce sont des théories comme ça que je lance de la façon la plus concrète et possible, comme si je voulais être véritablement maître. Et d'ailleurs, tous les hommes devraient faire ça comme s'ils étaient maîtres et possesseurs du monde. Comme si. Mais on ne l'est pas. Mais c'est très pratique de se raconter des belles histoires les plus cohérentes possibles pour arriver à se lancer le mieux possible dans l'action. Eh bien, mine de rien, il paraît que c'est Descartes qui est à l'origine de la révolution industrielle notamment, parce qu'à partir du moment où des hommes ont pu se dire « Ok, même si ce monde m'échappe complètement, je peux faire comme si j'étais le maître et le possesseur », et du coup, nous sommes devenus maîtres et possesseurs de notre planète, en la détruisant un petit peu au passage, mais en tout cas, nous avons exploité beaucoup mieux ces ressources, et d'une façon beaucoup plus cohérente, puisque nous avons suivi des arguments. Et en fait, le but est d'abord d'avoir une méthode à laquelle se référer et de la suivre en se disant « j'ai raison ». Enfin, j'ai une raison que je suis. Après, Dieu, à tout moment, peut décider que j'ai eu tort. C'est assez rigolo, cette façon de parler. Dans la plupart de ces traités, il commence d'abord par un éloge aux théologiens en disant « évidemment, je m'empresse de dire que tout cela n'est qu'un délire de philosophe, évidemment. Ce sont d'abord les théologiens qui ont parfaitement raison sur tout. » Bon, il se protège parce que Galilée a failli se faire cramer au même moment, pour la même raison, pour avoir dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Donc, il faudra d'abord dire que, évidemment, les théologiens ont raison, et les théologiens disent que la Terre est plate, qu'elle ne tourne pas, et que tout est immobile, et que c'est Dieu qui décide de tout, et qu'il faut arrêter d'essayer de comprendre. Déjà, essayer de comprendre, c'est péché, à l'époque. Beaucoup sont morts pour moins que ça. Bon, et il a une très belle phrase à un moment, il dit... Ah oui, j'ai noté la phrase sur l'entendement limité. Il dit « L'entendement est limité, la volonté infinie. De là vient que bien souvent, nous donnons notre consentement à des choses dont nous n'avons jamais eu qu'une connaissance fort confuse. » Donc à un moment, et normalement c'est là que, par exemple, quand je me lance dans un projet, je suppose quelque chose. Par exemple, je fais un enfant. Il y a beaucoup de gens qui refusent de le faire parce qu'ils disent « Si ça se trouve, ça va me pourrir la vie. » Puis si ça se trouve, cet enfant va être malheureux, si ça se trouve, la fin du monde est proche, si ça se trouve, je fais le pari que ça va bien se passer. Et quand je vais mener donc une action, je vais me persuader qu'elle est bonne. Je n'en sais rien. Je ne possède pas le savoir. Je suis philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui aimerait avoir la sagesse, mais il n'a pas. On ne possède pas ce qu'on aime. Donc il aimerait. Donc j'aimerais bien que ça se passe bien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans l'attitude de Descartes, c'est de se dire ça va bien se passer. Alors je vous lis la façon dont il l'a dit dans une lettre à... non, c'est pas là. Ah si, à Élisabeth. Touchant des actions importantes de la vie, lorsqu'elles se rencontrent si douteuses que la prudence ne peut enseigner ce qu'on doit faire, il me semble qu'on a grande raison de suivre les conseils de son génie, et qu'il est utile d'avoir une forte persuasion que les choses que nous entreprenons sans répugnance, et avec la liberté qu'accompagne la joie, ne manqueront pas de nous bien réussir. Donc, c'est ce qui est très important, c'est que là, il dit simplement, souris à la vie, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est de la morale à deux balles, il faut sourire à la vie, et il faut se dire, je le sens, pour prendre un vocabulaire moderne. Je le sens bien. Et puis on verra bien. Et effectivement, c'est ça, avoir confiance en soi, c'est se lancer dans un projet, alors que nous nous y risquons et que on ne sait pas comment vraiment ça va se passer. Et c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé un texte d'Alain qui le dit aussi, et d'une façon qui me plaît plus, parce que pour moi il écrit mieux, Alain. Il est plus récent, c'est quand même plus le XXe siècle. C'est quand même plus mieux.
Au XXIe siècle, on a le droit de dire plus mieux. Ah ouais, si. À l'Académie française, ils sont dit. J'en sais rien. Je vous le lis. Quand vous êtes sur le point de sauter un fossé, ce qui nous arrive tous les jours, l'idée que vous allez tomber dedans peut être vraie ou fausse. Bienvenue. Vous avez le droit de vous mettre là, hein, si vous voulez. Si vous voulez, à côté du chef. Ou sinon, mettez-vous où vous voulez. Quand vous êtes sur le point de sauter un fossé, disais-je donc, l'idée que vous allez tomber dedans peut être vraie ou fausse. Mais toujours est-il qu'elle vous nuit si vous tentez le saut. Alors, c'est un texte sur les militaires. Hein. Les militaires qui, quand ils tombent dans un fossé, sont punis. Et là, Alain défend cette idée en disant, oui, un militaire qui a hésité avant de sauter et qui a mal sauté, on doit lui dire, non, il faut obéir, on t'a dit saute. Tu dois, donc tu fais. Donc voilà, pardon. Toujours est-il que cette idée vous nuit si vous tentez le saut. Prenez pour vrai l'idée utile. Or, l'idée utile, c'est celle-ci. Je passerai. Plus profondément, messieurs, il n'est point question de savoir encore si cette idée, je passerai, est vraie ou fausse. Car elle est au futur. Elle n'est encore ni vraie ni fausse. Et on ne vous demande pas de penser qu'elle soit vraie, mais de faire qu'elle soit vraie. J'adore ça, ce style-là. Parce que, justement, c'est là que la foi, et là, à mon avis, il faut la foi du charbonnier, c'est elle qui nous sauve dans tous les cas. Et c'est là, d'ailleurs, que ceux qui croient ont beaucoup plus de compétences que ceux qui savent. Ceux qui se disent, je vais y arriver, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Un exemple donné par mon ami, dont j'ai encore oublié le nom, Charles Pépin. Dans son livre sur la confiance, il commence en racontant comment il a appris à un de ses enfants à faire du vélo. Et l'enfant tremble de peur, pleure presque, il est les fesses sur la selle, il tient le guidon et pour la 100e fois, son père le pousse et à un moment dit « Attention, c'est prêt, bravo, c'est super, vas-y !» Et là, l'enfant croit que ça va bien se passer, parce que sinon il tombe tout de suite. Il croit que ça va bien se passer alors qu'il est dans un équilibre instable. C'est-à-dire, si vous regardez ceux qui touchent le sol, c'est même pas l'épaisseur d'une main. Quoi. Il n'a pas encore la cohérence corporelle, il ne sait pas comment ça va se passer. Mais papa est très fort et moi je suis très fort. Et moi, sur mon vélo, je suis un dieu. Et c'est divin, il y a quelque chose de fou, ça marche. Mais... Enfin, vous avez tous vécu ça si vous avez déjà vu des enfants et que vous avez voulu leur donner confiance en eux. L'enfant est sur un mur, il fait de l'équilibre et le mur monte de plus en plus et il vous dit « Regarde !» Et là vous dites « Bravo !» alors que vous avez la trouille. Mais il ne faut pas lui montrer que vous avez la trouille. Il faut au contraire lui dire « Je crois en toi, j'ai confiance en toi, ça va bien se passer. Vous n'en savez rien. Peut-être que ce mur, il va s'écrouler devant vous. Peut-être que vous allez voir votre enfant mourir. » Et vous avez peur, et toute votre vie vous aurez peur. Et on a tous peur, et on dit mais ça va bien se passer. Parce que sinon ça se passe encore plus mal de toute façon. Et donc, nous ne savons pas, mais nous faisons semblant de savoir, et voilà, nous avons une sorte de fable du monde. Et alors, attention, hein, je ne veux pas dire qu'il y a de la magie et que ça marche à tous les coups, puisqu'on est tous tombés, et qu'il y a plein de moments où ça ne marche pas. Et là, c'est très important de comprendre aussi que c'est très important de comprendre aussi que c'est très important de comprendre aussi qu'il ne faut pas se répéter. On fait tous des erreurs. Et on a un gros souci, à mon avis, surtout en France, c'est que celui qui a raté une fois, on le regarde et on lui dit « T'es un raté. T'as pas eu ton examen ? Ah ouais, dommage. Bah, je voulais t'embaucher. Mais non, mais moi je veux des gens qui réussissent. Tu es un raté. » On confond avoir raté et être un raté. On a un souci. Les Américains ne sont pas du tout comme ça. Un Américain peut avoir arrêté ses études à l'âge de 13 ans et avoir monté une entreprise et de devenir millionnaire. En France, c'est quasiment impossible. C'est vraiment quasiment impossible. Parce qu'on considère que ça ne peut pas marcher.
Or, l'erreur est humaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais, à partir du moment où j'agis, il y a des moments où nécessairement ça ne va pas marcher. Errare, humanum, est. Vous connaissez la suite? Repetare, perseverare. J'oublie toujours le V, perseverare, diabolicum. Ça, c'est important de piger. C'est-à-dire que je peux faire une erreur. Même, je dois remercier mon expérience. C'est pas un échec. Au moment où je me suis... On a eu un président de la République qui a dit ça. C'était pas un échec, ça n'a pas marché. C'était pas un échec. Nous avons appris comment ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui m'enrichissent, qui m'apprennent comment marche ce monde et comment je marche dans ce monde. Donc, évidemment qu'un humain va faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Et donc, d'ailleurs, j'ai trouvé un texte fabuleux de Rémi Chauvin, je vous le lirai si j'ai le temps. Parce qu'il y a, comment dire, il faut pouvoir se planter pour pouvoir se corriger, pour pouvoir viser, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir comprendre ce qu'est une idée adéquate. Simplement, un enfant d'1 an qui essaye de mettre un triangle dans un rond, il s'aperçoit que ça ne rentre pas. Et il va essayer 1000 fois. Un enfant dans son landau va vous lâcher un objet 1000 fois, jusqu'à concevoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, 1000 fois, là, on pourrait dire qu'au bout d'un moment, il le fait exprès. Repetare, perseverare, diabolicum. Je croyais que c'était de Saint-Augustin, j'ai été voir. Ensuite, j'ai trouvé la phrase chez Sénèque, et ensuite, j'ai vu qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, comment dire, une expression populaire. Donc, bien avant Sénèque, ça se disait. C'est donc tous les latins qui le disaient sans arrêt. Tu peux te tromper une fois, tu peux répéter plusieurs fois ton erreur, mais si tu butes toujours sur le même obstacle et que toute ta vie tu rebutes sur le même obstacle, soit l'obstacle c'est quelqu'un était un pervers, t'es en train de le harceler, soit en fait t'es manipulé toi-même et il y a quelque chose de diabolique. La raison en fait va trouver un autre chemin normalement. Je ne peux pas buter toujours de la même façon sur les mêmes choses, c'est pas possible. Et c'est ça la vertu de l'échec. Et c'est là aussi qu'on doit dire qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que des expériences, ou alors que l'échec nous rend plus forts. J'allais sortir mon Nietzsche, il est un peu tôt. Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave, vous avez étudié ça. Sortez vos notes. Hegel montre que quelqu'un qui a priori a tout raté, il est esclave, donc a priori il est vaincu, il ne s'appartient plus, il n'a aucune liberté, voilà, on pourrait dire qu'il est quasiment mort. Et il obéit. Pardon ? Il n'est pas mort, il a peur de la mort, c'est ça son problème. Eh ben, c'est peut-être pas un problème, c'est peut-être une solution. Parce que, comment dire, le maître est dans le confort. Le maître dit à l'esclave, fais ceci, fais cela. L'esclave, parce qu'il craint la mort, se soumet, il se plie, et en se pliant, finalement, il va apprendre le monde. Donc il va vivre des expériences incroyables, en tant qu'esclave, qui vont lui apprendre ce qu'est le monde. Il va devoir se servir d'outils, il va devoir utiliser son propre corps. Ça veut dire quoi ? Que peu à peu, son corps va s'épanouir, que lui-même va développer une certaine intelligence. C'est simple, hein, sinon on le tue, enfin, on s'en débarrasse. Un esclave doit être utile. Et donc il doit tout d'un coup s'adapter, devenir intelligent, devenir fort, comprendre. Et très rapidement, il est face à un maître qui lui est prisonnier par son confort. Le maître, n'ayant pas peur de la mort, n'ayant pas peur du tout peut-être, ne se lance pas dans des initiatives. Et l'esclave devient en fait maître de lui-même et de son monde, davantage que le maître. Qui est le plus maître ? Donc, là, dans cette dialectique du maître et de l'esclave, on comprend quelque chose de très important, je trouve, hein, que moi j'ai vu souvent. Des gens qui, parce qu'ils avaient un diplôme, avaient cessé de travailler, des profs de philo qui ne font plus de dissertation, par exemple. Des gens qui, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils avaient gagné tout d'un coup, ils avaient réussi, ne cherchaient plus à gagner, et de fait étaient dans un ennui tranquille, mais en fait délabré, j'en ai souvent parlé avec vous, non ?
Je voulais lancer des clubs de philo en Polynésie. Moi, je me disais, c'est pas mal, c'est mieux que la Normandie au niveau du temps. Et j'ai vu des gens qui payaient 500 € par jour pour être dans des super clubs med avec des activités hallucinantes, mais qui ne faisaient quasiment aucune de ces activités. On m'a dit, c'est même pas la peine d'essayer de les faire parler, ils sont pas en état. Il était 10h du matin, je dis, oh, ça va, on pourrait faire un café philo le matin, quoi, au petit-déj et tout. Et on m'a dit, regardez, allez-y. Et j'ai fait le tour, j'ai été voir tout autour de la piscine, ils étaient quasiment tous là déjà, à boire de l'alcool, vautrés dans une piscine qui était à côté du lagon. Mais déjà, le lagon, il fallait faire plusieurs dizaines de mètres, quoi. Oh là là. Et tous dans un ennui confortable, très confortable. 500 € la nuit pour être dans un bungalow avec un sol en verre où on voyait les animaux marins qui passaient en dessous, enfin un truc fabuleux, super. Mais ils ne faisaient rien. Et ils n'étaient plus capables. Pas même d'échanger quelques propos. Plus rien. Et donc, ils avaient réussi la belle affaire. Ils avaient réussi à échouer. C'est-à-dire que c'est là, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup de motivation, beaucoup de force chez ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, dans l'échec, mais qui font leur vie, qui vivent des expériences et qui échouent, qui se battent. Et en fait, c'est peut-être ça, réussir sa vie. Je sais pas, c'est pas le but. Je voulais citer quand même Samuel Beckett, Jordan, Chauvin. Je vais commencer par Samuel Beckett. La phrase qui tue. Elle est où, page 3? Samuel Beckett, dans Cap au pire. Déjà essayé, déjà échoué. Peu importe, essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. Et c'est ça, peut-être, une vraie vie. C'est sans arrêt des épreuves. Je regarde ça chez les enfants, je suis toujours épaté de regarder une récré d'enfants, par exemple, où en un quart d'heure, ils vont vivre plus que la plupart des adultes en une journée. Mais vraiment, en un quart d'heure, ils vont rire, ils vont pleurer, ils vont courir, ils vont hurler, ils vont se taire, ils vont se replier, ils vont s'aimer, ils vont se séparer, ils vont vivre à fond. Et puis ils essayent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et ils ont tous les droits. C'est formidable. Michael Jordan, vous connaissez? Tennisman. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Cette idée... Alors, il y en a... En France, on appellerait ça de l'opiniâtreté. En France, on considérerait que c'est âpre, que c'est une sale vie. Mais c'est la vie de tous ceux qui réussissent. Tous ceux qui réussissent ont échoué encore. Et à un moment, réussi. Et à ce moment-là, ils ont obtenu le prix de leurs échecs. Enfin, je ne sais pas si ça se dit. Tiens, j'ai la citation de Rémi Chauvin, je vous la lis parce que c'est assez formidable. Il dit, en fait, dans un livre qui s'appelle « Les conquérants aveugles ». J'adore ça, je m'en étais beaucoup servi parce que j'avais fait une thèse à un moment sur le fait qu'on ne sait pas d'avance, mais on avance dans l'existence. Et donc, nous sommes un peu comme des aveugles qui cherchons à tâtons à faire quelque chose, mais on ne sait pas quel est le terrain devant, on n'a pas le plan. Et je vous lis sa phrase. « Qui dira la joie de l'hypothèse qui se vérifie, de l'expérience audacieuse et folle parfois, qui marche tout à coup, souvent après une approche des plus pénibles, mais qu'importe. Un pan d'obscurité se déchire, on comprend tout à coup, on comprend généralement qu'on n'avait rien compris, on est plus heureux qu'il ne semble possible de l'être. C'est exactement le même bonheur que celui du musicien qui a réussi des accords divins, ou du peintre qui a fait jouer la lumière sur sa toile comme il le voulait depuis si longtemps. Enfin, j'y parviens. Et en fait, je ne savais pas exactement que j'y parviendrais par ce moyen-là. J'ai essayé un truc, ça ne marchait pas. J'ai essayé un autre truc, j'ai essayé un autre truc. Je suis passé par 1000 détours, puis à un moment, bingo. Et là, c'est l'extase. C'est-à-dire que je sors de ce que j'étais, et je progresse, j'éprouve une joie véritable, au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire une augmentation de mes capacités d'agir, et cette conscience d'avoir vaincu ce que j'étais quelqu'un de maladroit, j'ai réussi. Je suis capable. C'est le moment où la confiance en soi est la plus formidable. Donc tout ça pour dire quoi? Il faut essayer.
Il faut essayer. Et que le gros problème qu'on a, c'est une sorte de timidité. Donc je suis tout à fait capable d'en parler parce que pendant toute mon adolescence, j'étais timide comme un enfant mort-né. Je restais dans un coin à m'empêcher de vivre en fait. Et j'ai vu plein de gens, je vois encore plein de gens dans cette situation-là. Pour moi, c'est le meilleur des exemples qui soit. De celui qui n'essaie pas. Celui qui, dans une soirée, est amoureux par exemple d'une personne, mais n'ose pas faire le premier pas. N'ose pas aller voir cette personne. Et va passer une soirée pourrie. Et là, on pourrait dire, ouais, mais bon, ce qui est aussi pourri, c'est d'aller faire une déclaration et puis d'entendre l'autre dire non. Et là aussi, j'ai vu pas mal de personnes, tout d'un coup, s'en aller. Parce qu'ils sont, voilà, leur vie s'est arrêtée, ils ont entendu que c'était non, et que tous leurs rêves, tous leurs fantasmes s'arrêtent. Ils sont face à un non, et donc il y en a beaucoup qui disent je veux pas vivre ça. Et là il y a un souci, il y a un souci existentiel, et donc il faut leur donner la solution. Quand on les voit faire ça, il faut aller leur chuchoter que celui qui n'essaie pas, il ne vit pas. Et ça c'est ambigu. Je me répétais une chanson de téléphone, vous la connaissez peut-être, que je chantonnais quand j'étais ado. 2 minutes pour vous chanter une chanson de téléphone dans une conférence de philo, voilà, c'est quelque chose. Une rue, un trottoir ou un mur te séparent des rêves que tu as vécus. C'est chanté ça? Ouais. Je vais essayer de vous la chanter. Une fille qui passe et qui passe et qui passe. Ouais, il faut de la basse derrière. Qui passe inaperçue. Pas besoin d'être fort pour savoir qu'essayer, c'est déjà arrivé. Pas besoin d'être fort, mais il faut se jeter. Il faut pouvoir oser. Mais qu'attends-tu enfin? Qu'on te donne le sein, qu'on te prenne par la main. Pourquoi n'essaies-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Si tu n'essaies, encore une fois. Pourquoi n'essaies-tu pas? Si tu n'essaies, encore une fois. Naître rien qu'une fois. N'essaies-tu pas de naître qu'une fois toi? Une ville, un pays est toujours le même môme, la même bête de somme, et toujours ce ciel gris qui fait rêver les mômes, qui tord le cou aux hommes. Pas besoin d'être fort, mais il faut soulever et il faut supporter. Pas besoin d'être mort pour pouvoir essayer, et tu peux tout oser. Attendre ne sert à rien. Aujourd'hui, fais demain. Prends ce dont tu as besoin. Je trouve qu'il a tout résumé. C'était Jean-Louis Aubert à l'époque, déjà, qui était assez fabuleux quand même. Maintenant, il a changé. Il chante, comment il s'appelle, l'auteur des particules élémentaires? Ouais, Houellebecq. Bon, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, un truc très simple. Donc, l'argument là, et c'est là que c'est important d'argumenter pour penser sa vie, c'est là que la philosophie à mon avis est utile, enfin en tout cas moi c'est la raison pour laquelle j'en fais, c'est que le plus éprouvant, ça n'est pas d'échouer. Le plus attristant, la plus grande des souffrances, c'est de n'avoir pas essayé. C'est là qu'on n'a pas vécu. Mieux vaut vivre un échec qui va nous apprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça peut être mieux la prochaine fois, qu'une rétention d'un événement qui aurait pu avoir lieu. Mais je n'ai pas fait le premier pas. Je n'ai pas tendu la main, je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait. Et donc, on souffre plus de ne pas essayer que d'échouer. Et c'est là, d'ailleurs, que... moi, j'ai plein de phrases de philosophes qui me viennent. Reich, plutôt psychiatre, psychanalyste que philosophe, dans un livre fabuleux qui s'appelle « Écoute, petit homme », où il insulte le lecteur, c'est très rigolo. Il dit « Tu cherches le bonheur, mais tu préfères la sécurité. Tu es le petit bourgeois qui met ses petites pantoufles et qui est dans son confort, dans son confort, mais il ne se passe rien dans ta vie. » C'est ce que j'aurais dû dire aux gens des clubs med en Polynésie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui disent « Ah, il ne peut rien m'arriver, hein !» Oui, c'est vrai. Ben non. Ben, tous ceux qui ont un problème avec la peur d'aller vers l'autre. J'ai peur de l'autre, donc je ne vais pas vers l'autre, et ça va. Ça va aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Eh ben en fait non, ça va pas du tout, parce que justement aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Et c'est ça le problème. C'est que il y a des vies comme ça qui se consument, et en fait qui ne sont pas des vies. Comment il s'appelle ?
Je vais retrouver. Ah, je l'avais. Ah, c'était une phrase formidable que je devais absolument dire à ce moment-là. Tant pis. Ah oui, Richard Branson, un grand patron américain. C'est lui qui a lancé les Virgin Megastore, la boisson Virgin Cola, plein de trucs. Il est milliardaire et il m'avait épaté parce que je l'avais vu place de la Sorbonne, à la Fontaine Saint-Michel qui est à côté. Il y avait un Virgin Megastore qui ouvrait, donc un grand supermarché culturel de l'époque, et il était arrivé en maillot de bain et il s'était baigné dans la fontaine. Alors qu'il avait déjà une 60aine de balais. Et en fait, c'était un super plan. Toutes les caméras l'attendaient pour qu'il s'attendaient à ce qu'il arrive en costard-cravate pour faire l'interview. Tout le monde l'a filmé, c'est passé dans tous les journaux du monde entier. Il s'est éclaté et il y avait la queue à l'entrée de son magasin et il a fait un chiffre incroyable. Et voilà, pour vous présenter le type. Sa phrase, c'est « Les audacieux ne vivent pas longtemps ». Tiens, d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles de lui, il est peut-être mort. « Les audacieux ne vivent pas longtemps, mais les autres ne vivent pas du tout ». J'aime bien ça. C'est assez facile, hein, mais c'est la version en fait bransonienne de notre proverbe français qui dit « La chance sourit aux audacieux ». Pour avoir de la chance, ça me fait penser à une chanson de Mary Poppins. Je suis désolé, hein, j'ai plein de références pour enfants. Qui dit « Pour avoir de la chance, prends ta chance comme elle vient ». Donc, la chance sourit aux audacieux. Pourquoi elle leur sourit ? Parce qu'ils ont provoqué cette chance. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait pu très mal se passer. Moi, franchement, me baigner dans la fontaine Saint-Michel, j'aurais jamais fait parce qu'en tant qu'étudiant à la Sorbonne, je voyais que ça puait le chlore, l'eau était infâme et j'avais envie de vomir quand je passais à côté. Mais lui, il ne voyait pas ça, il voyait la joie d'apparaître sur tous les écrans et puis de faire quelque chose un délire d'ado, quoi. Hein. Oh, il y a sans arrêt, d'ailleurs, dans cette fontaine des initiations, les étudiants en médecine continuent à obliger les nouvelles recrues à s'y déshabiller. Donc voilà, pardon. Donc, la chance sourit à ceux qui la provoquent. Donc, un séducteur, par exemple, un dragueur, il va d'échec en échec. Mais mathématiquement, ce soir, il dormira pas seul. Et peut-être que le jour où il va rencontrer l'amour de sa vie, il va être le plus séduisant des hommes parce qu'il aura éprouvé toute sa panoplie. Il saura exactement quel est le profil à montrer, comment sourire, comment hésiter, etc. Il saura jouer la comédie de l'amour. Et il le faut. Parce que le vrai amoureux, qui bégaye et qui bave devant une personne qui n'a aucune chance. Donc voilà, les audacieux, ceux qui agissent, se sont provoqués eux-mêmes, en fait. Ils se réveillent quand ils se mettent dans l'action. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, qui est une vraie leçon existentielle. Donc, on provoque un talent. On arrête de penser qu'on ne l'a pas. Parce que celui qui pense rationnellement, concrètement, n'a aucune prétention. Celui qui se lance dans une aventure doit se répéter qu'il est un aventurier. Quand bien même, il va peut-être se faire manger dans une minute, hein, mais il y va. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. J'ai cité Reich, et je voulais citer aussi Cyrulnik, qui dit tant pis, je fais pas que de la philo classique. Cyrulnik, je l'adore parce qu'il répète sans arrêt que à partir du moment où on cesse d'agir, on commence à pâtir. Et donc celui qui à un moment va se replier sur lui-même dans un petit coin, va se taire et va cesser de faire, le malheur va lui tomber dessus. Et j'ai 1000 exemples qui le prouvent, vraiment. Physiquement, d'ailleurs, les soignants en témoignent. Tous les gens qui sont en dépression, en deuil, en fin de quelque chose, donc les premières années de retraite, le moment où on perd un être cher, le moment où, dans la vie sociale, on a un déconvenu, c'est le moment où le cancer va dire « j'arrive ». C'est le moment où vos ennemis, les pires, vont sonner à votre porte. C'est le moment où, bizarrement, au moment de partir, vous ne trouverez plus vos clés, votre téléphone, plus rien. Et le malheur, ça va sur vous. Le malheur, c'est donc, moi je me le suis représenté comme ça, un aigle qui est au-dessus de vous. Tant que vous agissez, vous ne l'intéressez pas. Mais dès que vous commencez à vaciller, il vous vise.
Et le but, c'est de bouger. Et à cause de ça, mais c'est vrai que comment dire, c'est vraiment utilisé maintenant dans tous les genres de thérapie. Quelqu'un qui a mal au dos, ou n'importe où d'ailleurs, on lui dit bouge. Alors qu'avant, on les attachait même dans les lits. J'ai vécu ça, moi, il y a 30 ans. On m'a attaché à un lit pendant 3 mois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit non, pas de lit. Alors, pas, et aussi, parce qu'on libère les lits des hôpitaux. Hein. Mais vraiment, pour moi, il y a une morale, il y a une éthique, il y a une façon de voir ce que c'est que exister. Exister, c'est sortir de soi. Ça veut dire hors d'eux. Et sistérer, ça veut dire assis. Vous avez vu que je suis resté debout ? Parce que je vis cet événement et que c'est mieux pour moi de ne pas être trop rangé pour pouvoir à tout moment monter sur la table s'il le faut. Donc méfiez-vous, ça peut arriver surtout à moi. Alors j'en suis capable. Bon, tout ça pour dire quoi ? Oui, donc ça m'amène à Alain à nouveau. Alain, quand même, une de ses plus fameuses phrases, et que par contre on peut retrouver facilement, c'est que penser c'est dire non. Et il dit regardez comme le geste de celui qui s'avachit, celui qui s'endort, et le geste du oui. Donc celui qui pâtit, celui qui consent, celui qui se laisse faire, c'est pas celui qui agit. Hein. Agir, c'est au contraire sortir de ce qu'on a fait de nous, sortir de ce personnage figé, emprunt, que papa et maman avaient déjà prédéfini, sortir et faire casser quelque chose, rompre le train-train, rompre les habitudes dans les mouvements, c'est-à-dire faire quelque chose d'inédit, d'original, singulier, nouveau. Et du coup, la joie naît de ce fait que je suis vivant, j'existe, je suis en extase, je ne peux pas pâtir, je ne peux que agir. Et c'est là que le geste du non est le geste de quelqu'un qui se réveille et qui sort de ce lit dans lequel on voulait l'enfermer. C'est dur, hein ? C'est tellement confortable de ne pas exister. Non ? Non. Non ? C'est super d'exister. Oui. D'exister, mais pas de pas exister. Le moment où on reste, par exemple, moi je vis ça parfois, toute une journée, grâce à une maladie, et souvent à la maladie, je me dis « Ah, quelle bonne occasion de ne pas me lever !» Et puis de déprimer en fait un peu, hein, de regarder le plafond toute la journée, ou regarder un écran. C'est assez intéressant de voir le visage de quelqu'un qui regarde un écran depuis plusieurs minutes. Il se décompose, il n'a plus d'expression, il pâtit, il reçoit la lumière. Il y a quelque chose de l'ordre du laisser-aller, de la dépression, c'est-à-dire que je n'ai plus la pression, je ne me presse plus, je ne me force plus, je ne suis plus dans dans cet effort que je dois toujours faire pour vivre. Vivre, qui c'est qui a dit ça, que vivre c'est souffrir? Exister c'est souffrir? Non, ça vous dit rien? Vivre c'est s'efforcer. Ça n'est jamais être comme un objet qui serait posé là, c'est sortir de soi, à aller à l'aventure, et sortir tout court d'ailleurs, ne pas rester. Et agir, quand bien même ça serait pour rien, quand bien même ça n'aurait aucun résultat. Au moins j'ai agi. J'ai eu, au moment où j'ai commencé mes études de philosophie, d'ailleurs je me suis demandé en préparant cette conférence si c'était pas la cause. J'ai eu un flash en lisant un bouquin qui n'est pas du tout philosophique, c'est Alain Bompard, Naufragé volontaire. Donc c'est un homme qui a conçu des canaux de sauvetage en disant on doit pouvoir vivre longtemps sur un canot de sauvetage n'importe où. Et d'ailleurs il a traversé toutes les mers sur son canot de sauvetage pour le prouver. Et il l'a prouvé, il a vécu des mois tout seul dans son canot avec rien. Et d'abord il avait fait des tests, hein, il n'était pas fou, hein, ou pas que fou. Il a fait des tests sur Terre, il a dit combien de temps on peut vivre en buvant de l'eau de mer, parce que tout le monde dit que c'est un poison, que c'est grave. Il a essayé, et son résultat c'est qu'on pouvait vivre plusieurs semaines, peut-être même un mois. C'est pas si grave que ça de boire de l'eau de mer. Et il a regardé les chiffres, à quel moment les naufragés meurent-ils? Quand ils sont le plus près des côtes. Donc la plupart des naufragés sont morts à quelques centaines de mètres. Vraiment, c'était facile de trouver quelque chose qui flotte et s'y accrocher.
et attendre qu'on vienne les chercher. Attendre, ne serait-ce que 24 heures, c'est rien, 24 heures. Bompard, il a fait, pendant des mois, il a fait ça. Pendant plusieurs années, il a pris des canaux de sauvetage et il s'est lancé sur tous les océans et il a montré qu'il y avait plein de moyens de survivre. Alors pas, évidemment, c'est pas le modèle de vie idéal, hein, c'est une souffrance, mais on ne meurt pas. Et pourquoi la plupart des gens meurent? Sa conclusion, c'est que ces gens-là se lâchent, ils pâtissent plutôt que de s'efforcer à tenir. Et qu'en fait, il y a un problème psychologique, il faut leur dire, tu peux vivre. Donc, tu peux ne serait-ce que faire la planche et rester pendant plusieurs jours comme ça, au gré des eaux. Et alors évidemment, peut-être que tu vas pas vaincre le courant pour retrouver le rivage, parce que c'est vrai que c'est quand même une force gigantesque, hein, les forces de tout un océan. Mais c'est pas normal que après 1 heure, quand un bateau a coulé, que la plupart des gens qui étaient sur le bateau soient morts. J'en ai parlé en Polynésie, tiens d'ailleurs. J'ai appris comme ça que la plupart des marins ne savent même pas nager. C'est quoi leur but? Non mais c'est quand même dingue. Un bobo comme moi, qui est parisien, qui était parisien, je savais nager. J'arrive dans des petites îles. Tahiti est la plus grande, elle fait 30 km de long. Et la plupart des habitants ne savent pas nager. Mais en fait, c'est quoi? Et ils m'ont dit qu'ils avaient peur de l'eau. Ah ouais, oui. Non seulement, comme on dit, aquaphobe, je sais pas. Bon, qu'importe. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important, c'est un renversement dans la vision du danger. Non seulement le péril ne doit pas être évité, mais même le péril sauve. C'est Hölderlin qui avait dit ça. Dans le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans une situation de danger, c'est à ce moment-là que vous voyez vos vraies ressources. C'est bien la défaite, c'est bien la souffrance, c'est bien la douleur, c'est bien l'échec. En fait, on le voit, par exemple, ceux qui essayent d'écrire. Tiens, d'ailleurs, j'avais amené des trucs. Ah non, je ne les ai pas. Si. Je fais partie de quelques ateliers d'écriture. Donc, si vous voulez faire des concours de poésie ou de nouvelles, j'ai de la doc. Dans les ateliers d'écriture, donc je fais un atelier d'écriture là depuis septembre, 1 fois par semaine, j'ai écrit 1 page. Depuis septembre, depuis le 1er septembre. Et j'y consacre à peu près 2-3 heures par jour. Ce matin encore, j'ai passé 2-3 heures à juste changer quelques mots, à refaire le truc, à replanter le décor de ma page. Et c'est un boulot monstrueux. Mais j'espère un jour arriver à avoir une vraie page de vraie littérature. C'est très intéressant d'aller voir des pages de grands auteurs, Victor Hugo, Proust, Zola, et de voir que souvent, vous avez une page immense, vous avez 5 lignes écrites au milieu, avec plein de flèches, avec plein de ratures, et en fait, ils ont sans arrêt retravaillé. Et les plus belles phrases de Proust, au départ, étaient nulles. Mais il faut qu'elles soient sorties au départ comme elles sont sorties, qu'elles aient été corrigées, recorrigées, retravaillées, repensées, remises en rapport les unes avec les autres, et patati et blabla, qui est un travail énorme, et peu à peu, ça devient un beau texte. De la même façon que pour faire un meuble, au départ, on a juste un arbre, et c'est nul, et puis peu à peu on rabote, et puis on rabote trop, pas assez, on échoue, puis peu à peu on réussit. Et donc, il y a quelque chose là à comprendre, c'est que la réussite, elle est donnée à ceux qui se confrontent, encore et encore. J'ai animé un débat la semaine dernière avec un député normand, un député de l'Eure, qui m'a épaté et qui a épaté tout le groupe qui était là, parce que tout le groupe disait, on parlait de la démocratie, tout le monde disait, on n'y croit plus. Hein. Démos, Kratos, le pouvoir du peuple, le peuple qui vote même pas, et puis pour qui et pourquoi? On n'y croit pas, à faire de la politique. Ça serait un peu comme essayer de remonter un escalator qui va dans le sens inverse. Et on voit le député, 35 ans, qui dit, mais vous n'y êtes pas du tout, moi je prends un pied incroyable, et il se vante à ce moment-là, et avec raison, d'avoir fait voter une loi, donc il a obtenu 200 € par an pour toutes les responsables de familles isolés, qui ont donc besoin de cette aide. Et il a dit, j'étais le seul dans mon parti à concevoir cette loi, tout le monde me disait que c'était de la rigolade, que ça servirait à rien, que ça marcherait pas, que ça serait pas voté, patati blabla, et que je faisais ça que pour ma gloire. J'ai dit à mon parti, mais qui s'oppose? Qui est contre?
Et tous ont dit, ouais, ça va, on va voter ta loi. Puis j'ai été voir ensuite tous les autres députés. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Et il y a quelques-uns qui m'ont fait des critiques, que j'ai entendues, que j'ai conçues, qui m'ont permis de remodeler la loi. Et puis ensuite, la loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Sa thèse est que ça n'est pas la masse. Parce qu'évidemment, si vous supposez que tout le peuple français va se diriger, on n'y arrivera jamais, c'est trop difficile, on est trop bête, de toute façon on n'a pas fait Sciences Po, hein, on n'y arrivera pas, on est incompétent. Non, et il suffit en fait que quelques minorités, c'est les minorités qui nous dirigent, nous ouvrent des portes, des horizons, et tout le monde s'y engouffre. Et à partir de ce moment-là, il y a une joie hallucinante de faire progresser ce monde. Et n'importe qui peut le faire à n'importe quel moment, dans n'importe quelle association, dans n'importe quel cadre. Et il a fondé une école d'ailleurs où il accueille des gens qui n'ont aucun diplôme et avec lesquels il décide et il veut faire de la politique avec n'importe qui, quel que soit le parti, quelles que soient les origines, quelles que soient les compétences. On peut tous faire quelque chose. On a tous des capacités. Donc on peut. Et c'est là que, d'ailleurs, c'est le péril qui l'a sauvé, lui, parce que ça devait être un simple, il avait fait l'ENA, après avoir fait Sciences Po, donc il devait être rangé dans un ministère de l'économie à Bercy, à Paris, et être un grand cadre qui serait enfermé dans son bureau à bâcler des rapports. Et puis grâce aux gilets jaunes, il a été de rond-point en rond-point, il a discuté avec plein de gens, il a trouvé ça inouï, formidable, très amusant, enfin, il est remonté à bloc, et n'importe qui, à tout moment, peut vivre ça, cette expérience qui fait que on se dit, mais en fait, je m'ennuie là. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et là, j'ai vu des gens qui faisaient des trucs, je vais juste aller les voir. Qu'est-ce que je risque? Ah, je risque de vivre un petit peu. Je risque un peu... en fait, souvent, à mesure qu'on ose, on se dit, oh là là, je me mets en danger. Mais qu'est-ce que ça m'excite? Qu'est-ce que c'est bon? Et ça, c'est important de le comprendre. Et... Tiens, moi, je termine par Épictète quand même, parce que... Si, ouais. Non, si, ouais. Oh là là. Il faut que je passe par Épictète et ensuite je vais passer de Épictète à Marx. Il est 16h. Ou alors, je vous lance dans un petit atelier. Vous préférez quoi? Épictète. Qui vote pour Épictète? Vous votez pas pour vous-même, vous avez peur de vous-même. Vous avez peur. Bon, tant pis, hein. Moi, je prends mon pied tout seul. Non, mais peut-être qu'en 5 minutes, j'en finis, puis je vous le fais quand même, cet exercice. Épictète... Ouais. À la fin de son manuel, il dit, jusqu'à quand tu vas remettre au lendemain le moment où tu vas arrêter d'écouter des leçons de philosophie. Et tu vas arrêter de penser ta vie. Tu vas la vivre. Tu vas la faire. Bon, alors, je vous lis vraiment, mais j'aime pas cette traduction. Ah oui, si vous voulez acheter le manuel d'Épictète, achetez toujours les dernières versions, les dernières traductions. Ah je vous dirai tout ça la prochaine. À quand remets-tu encore le moment de te juger digne des plus grands biens et de ne transgresser en rien les prescriptions de la raison? Ouais, dans les dernières traductions, ils disent au lieu de dire de ne transgresser en rien, de dire simplement d'obéir à ta raison. Ça y est, tu as une raison. Tu es capable de penser, d'agir d'une façon lucide. Agis. Tu as reçu en dépôt les principes que tu devais t'engager à mettre en pratique et tu t'es engagé. Quel maître attends-tu donc encore pour te remettre à lui du soin de ton propre retraitement? Tu n'es plus un adolescent, mais te voici un homme fait. Si maintenant tu donnes dans la négligence, dans la nonchalance, si toujours tu ajoutes les délais aux délais, si tu remets jour après jour le moment fixé pour t'occuper de toi-même, sans même t'en rendre compte, tu n'auras fait aucun progrès. Et c'est en profane que tu traverseras la vie et la mort. Parce qu'à l'époque, on traversait la mort. Ça se fait plus. Dommage. Dès maintenant, donc, juge-toi digne de vivre en adulte et en homme qui progresse. Que tout ce qui est manifestement le meilleur soit pour toi une loi inviolable. C'est quand même dingue, ça. On est capable tous de distinguer le meilleur et le pire. Et de donc, normalement, se précipiter sur le meilleur. Point. Il n'y a plus à tergiverser. Hein? Non? Si? Moi, j'avais 17 ans quand j'ai lu ça. Ça m'a fait me lever de mon lit d'hôpital, dis donc. Que la vie t'apporte de la peine ou de l'agrément, de la gloire ou de l'obscurité, souviens-toi que c'est l'heure du combat. Que les Jeux Olympiques sont ouverts.
et qu'il n'y a plus moyen de différer, qu'un seul jour, une seule action commande la ruine ou le salut de ton progrès. Voici comment Socrate devint Socrate. Dans tout ce que la vie lui apportait, rien ne retenait son attention que la raison. La raison à l'œuvre, hein, évidemment. Ça fait du bien, hein. Bon, quasiment toute l'histoire de la philosophie dit ça à un moment. En fait, il faut arriver à changer la représentation qu'on se fait de soi, à arrêter d'avoir peur de ce vaste monde et se lancer en se disant ça va bien se passer. C'est dans quelle œuvre Pardon, le manuel d'Épictète. Enfin, c'est pas vraiment d'Épictète, c'est un de ses disciples qui a résumé tout ça. Mais oui, c'est l'œuvre qu'on peut lire en moins d'une heure. Hein. Je sais pas combien ça fait, 20 pages. C'est rien. Ah oui, c'est rien. Après, oui, une fois qu'on commence à être adepte, on achète des trucs comme ça parce que ça coûte finalement moins cher. Vous voyez le nombre de bouquins que ça représente. Donc ça coûte 50 €. Chaque bouquin coûte 10 €. Donc si vous voulez avoir tous les stoïciens, là j'ai quasiment tous les stoïciens, c'est pratique. Ça prend moins de place et c'est moins cher. Et puis on le garde longtemps. Alors que les bouquins de poche, je les prête à des amis qui ne me les rendent pas. Jamais. Comme les CD. Je ne sais plus quel auteur avait écrit La peste soit de ses faux amis à qui l'on prête des livres et qui ne pensent à les rendre. Il ne reste dans ma bibliothèque que les livres que j'ai empruntés. Ah oui. Donc je suis comme eux. Ouais. Et moi, ça m'arrive sans arrêt quand je range, je me dis mais d'où j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Et souvent, c'est parce que je discute chez quelqu'un, et puis tout d'un coup, il me dit ah, il faut absolument que tu lises ça, c'est formidable. Ça, je dis, ouais, je te le rends demain. Et tout. Et puis 5 ans après, je trouve un bouquin, je ne sais même plus de qui il s'agit. Faut jeter le nom dessus. Des fois, même le nom ne me dit rien. Ah, là, c'est pathologique. Ouais, non, 5 ans après, il y a des gens, moi je change d'espace-temps, c'est terrible. Bon, il y a un grand mais. Et ça va être dur parce que je vais inverser tout. Mais je tiens à le faire. C'est Marx qui l'a dit. C'est donc pas un mais, c'est un aber en allemand. Marx dit. Je veux citer mot pour mot ce qu'il dit. C'est une petite phrase, hein, c'est rien du tout. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Ça change tout. Donc là, avec Épictète, on disait, c'est la conscience qui détermine la vie. Au sens où, si vous croyez en vous, vous allez y arriver. Ça va, il faut... En fait, le problème que vous avez, c'est que vous représentez la réalité comme quelque chose de trop difficile et patati et blabla. Une fois que vous êtes convaincu par vos maîtres, vous allez vous y mettre. Ok. Eh bien, Marx, il dit l'inverse. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Il dit ça dans l'idéologie allemande, en 1840. À cette époque-là, je ne suis pas sûr qu'on parlait comme ça. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Ça veut dire que les idées que nous croyons avoir eues tout seuls, comme des grands, elles nous ont été données, induites. Quand bien même on pense en être l'auteur, hein, elles ne viennent pas de nous. Donc, elles sont dictées par notre situation sociale, dans ce monde, dans ces rapports de force. Donc, selon que je sois un ouvrier, un patron, dans une famille nombreuse et patati et blabla, je suis exposé à certains courants et qui vont me donner certaines idées. Elles ne sont pas de moi. Elles sont coupées-collées. Donc, nos idées nous sont dictées par nos conditions d'existence. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre nos conditions d'existence et nos idées. On ne peut pas prétendre juger de façon indépendante. Et c'est là que, hélas, il faut bien le dire, c'est en tant que prof de philo que je parle. Et quand je parle à un de mes amis, c'est en tant qu'ouvrier, c'est en tant que sais-je. Enfin, à chaque fois, j'interroge une structure sociale. Et ça change tout. On va de la vie aux idées. Donc il y a des gens qui, toute leur vie, par exemple, bricolent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont 200 € par mois et il faut réparer le toit. Ils vont trouver. Ils vont trouver la matière, le geste, ils vont risquer leur vie, ils vont grimper sur le toit, ils vont trouver système D, etc. Et donc voilà.
quand on dit qu'on va de la vie aux idées, et là, donc, on clôt tout ce qui s'est dit précédemment, parce que ça, c'est révolutionnaire. On découvre que tout ce qu'on a cru être volontaire était en fait dicté par des lois sociales. Et donc, nos moments de jubilation, quand nous avons fait des découvertes, quand nous avons crié Eureka, même ça, c'était dicté. Et donc, moi, je le vois, pour avoir assez d'expérience en tant que prof, les révélations des élèves se font à peu près au même moment. Et ça, je sais à peu près quels élèves vont avoir quelle révélation à quel moment. C'est pas parce qu'ils sont géniaux. C'est parce qu'ils sont dans un certain milieu, qu'ils vont penser d'une certaine façon. C'est aussi bête que ça. Donc nous sommes déterminés par des forces qui sont impérieuses. Et le pire là-dedans, c'est qu'on n'a pas conscience de les subir, ces forces impérieuses. Donc je prétends penser par moi-même, quand bien même c'est le système qui pense en moi. Et là, c'est très embêtant parce que j'ai une volonté mais qui ne choisit rien. Donc, ma volonté, elle est orientée par des conditions de vie qui m'ont constitué, qui m'ont précédé, qui m'ont fait. Je suis fait. Ah, je suis en train de comprendre l'existentialisme. Quand Sartre disait « je veux me défaire ». Bon, Sartre, il avait lu Marx. On ne lit plus Marx maintenant. Bon, Marx donc dit que la vie détermine la conscience. Je le répète, hein, c'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Donc, si je me prétends libre, je suis dans l'illusion totale. Donc, il y a un paradoxe, et attention, ça devient compliqué. Les gens les plus libres sont ceux qui savent qu'ils ne le sont pas. Les gens les plus libres sont ceux qui savent qui ne le sont pas. Par exemple, imaginez une marionnette qui dirait j'adore faire ça et je le fais volontairement. Imaginez maintenant quelqu'un qui lève la main en disant ah, il y a un marionnettiste. Il y a même quelqu'un qui parle en moi en ce moment. Il y a une voix dans ma tête et puis en fait je m'écoute parler. Alors attention, hein, quand je dis que ça a commencé par Marx, je me souviens tout d'un coup que Platon déjà disait j'ai un daimon, un démon qui me prend, et quand on est authentique, au moment où on prétend être vraiment soi, authentique ça vient de théos, c'est un Dieu qui vient nous posséder et qui parle par notre bouche. C'est ça qui fait qu'on croit parler facilement, en fait c'est pas nous qui parlons, c'est le système. Enfin, Marx dit le système quand avant on disait un Dieu, hein. C'est aussi simple que ça, enfin plus simple. Donc vous croyez agir spontanément. Ouais, parce que le sujet c'est l'action. Hein. En fait, vous êtes agi. Vous croyez penser, en fait vous êtes pensé. Hein? C'est désespérant. Hein. Ah ouais. Moi c'est là que je pense réussir mon suicide collectif. Ah ben complètement. Moi j'aime bien terminer par un truc bien terrible. Bien probant. Donc l'homme vraiment libre, c'est l'homme qui sait qu'il ne l'est pas. C'est un paradoxe rigolo. Attention, pour Marx, la liberté, c'est pas un problème. Hein. Son problème, c'est la libération. Mais justement, comprenez, vous concevez que vous êtes enchaîné. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer, mais vous êtes déjà beaucoup plus libre que ceux qui n'en ont même pas conscience. Et ça me fait penser à La Boétie qui disait « Le peuple de France, vous obéissez bêtement à un homme qui est complètement délirant, qui est complètement fou, qui est dangereux, qui vous tue. Arrêtez. Et en plus, vous revendiquez cet esclavage et vous vous battez pour lui comme vous vous batteriez, vous vous battriez pour votre liberté. Donc en fait, vous croyez que librement, votre consentement est donné par votre volonté, alors que non, en fait, vous êtes juste bête. Hein. Il s'agirait de vous réveiller. Mais c'est simple, une fois qu'on a lu un traité sur la désobéissance, enfin sur l'obéissance, et où on comprend qu'il y a une aliénation volontaire, que en fait, c'est normal. De la même façon qu'un enfant qui vient de se faire tabasser par ses parents va dire « c'est moi qui l'ai cherché ». C'est de ma faute. Je suis coupable d'avoir été tabassé. Et la plupart des victimes, encore aujourd'hui, le disent. Il faut un sacré travail de retournement pour que la victime commence à dire « j'ai rien fait. On m'a fait. On m'a fait. » Mais quand on me fait, j'ai honte, comme si j'étais coupable. Et en fait, ça va, c'est super pour tous les bourreaux.
qui d'ailleurs souvent dans les jugements d'ailleurs disent c'est l'autre qui m'a agressé, quoi. C'est terrible, tout vient de l'autre. Donc où j'en suis là, ouais. Donc il faut éprouver nos liens pour pouvoir s'en libérer. Et en fait ça c'est un moment formidable, la prise de conscience. Mais c'est un moment formidable, justement, c'est la raison pour laquelle le journal Libération s'appelle Libération, hein. Je ne sais pas si vous le savez, c'est très important. C'est le moment où on va dire, on va sortir la tête de l'eau. Et alors, c'est à la fois un moment génial, parce que là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut peut-être nager soi-même, mais c'est aussi un moment horrible, ce qui fait que souvent, il y a des gens qui, après, achètent un somnifère pour se rendormir et retourner se noyer tranquillement. C'est un moment terrible parce que à la fois je vois que je suis dans l'eau, mais je suis en train de me noyer. Hein. Est-ce que je vais refaire le monde? Normalement, un vrai marxiste dit oui à ce moment-là. Le vrai marxiste dit à ce moment-là, ben oui, puisque ce sont les structures sociales qui déterminent les idées, je vais changer les structures sociales. Et je vais faire une vraie révolution. Parce que l'ambiguïté, là, c'est pas simplement qu'il y a un despote qui me nuit, c'est qu'il me possède complètement. Mais d'ailleurs, lui-même est possédé par le système. Tous, on est possédés. Et donc, on doit changer le monde pour se changer soi. Et paradoxalement, ça peut permettre d'agir. Mais dans un monde et dans une vie qui paraît plus absurde. Je vois à vos tronches que là, j'ai baissé un peu le niveau d'excitation. J'ai un truc pour nous en tirer. C'est de vous convaincre, et c'est là qu'il faut être existentialiste, de vous convaincre que les gens les plus désespérés sont souvent les gens les plus libres. Je pense aux comiques, par exemple, qui manipulent l'humour noir alors que c'est très explosif. Donc il y en a beaucoup qui sont menacés de mort, par exemple, en ce moment. Et qui doivent oser faire quelque chose de très dangereux. Je prends autre chose de plus rigolo, les alpinistes. Sans arrêt, on apprend qu'il y a des gens qui ont voulu grimper sur l'Everest, par exemple, et qui sont morts, mais dans des circonstances épouvantables. De froid, d'abord. Donc imaginez que tous vos orteils cassent un à un. Imaginez la souffrance, vous voyez vos membres bleuir, et imaginez la solitude, le vent, l'épuisement total. Donc voilà, il y a des gens qui font ça, et il y en a d'autres qui s'interrogent en disant mais ça sert à rien. Pourquoi aller monter là-haut? Je ne sais pas si vous le savez, ça coûte des dizaines de milliers d'euros juste pour s'inscrire dans une excursion sur l'Everest. Donc il y a des gens qui claquent des économies de toute leur vie pour ça. Donc ils décident de ne plus avoir de maison ni rien pour passer juste une semaine sur l'Everest. Enfin, je ne sais pas si ça dure une semaine. Et ils vont énormément souffrir. Et en plus, ils vont peut-être y mourir. Alors qu'on peut rester tranquillement au bord de sa piscine à Tahiti. Franchement. Eh bien justement, tiens, voilà deux absurdes. Le confort, l'ennui confortable, ou alors le train-train quotidien de celui qui fait métro, boulot, dodo, il ne se passe rien dans sa vie, mais au moins il n'a pas froid. Ça va, il a ses pantoufles quand il arrive, il rentre le soir, il se met devant son écran, il mange, il boit, il se drogue pour bien dormir, et puis le lendemain matin, il se drogue pour bien se réveiller, il se drogue pour sourire un petit peu devant les gens ensuite toute la journée, et puis il va avoir une petite vie de robot, comme ça. Voilà, je vois en fait deux choses qui font qu'on peut considérer qu'il y a deux absurdités. D'un côté, il est absurde de vivre l'aventure pour l'aventure, et puis d'en souffrir et d'en mourir bêtement. On pourrait dire que c'est bête, hein, mais de l'autre côté, on peut dire qu'il y a des gens qui ont une vie bête, qui sacrifient, et peut-être que d'ailleurs, ils la sacrifient pour entretenir un système qui les exploite. Donc, des gens qui vont bosser pour prétendument gagner leur vie, alors qu'ils l'avaient déjà, hein, leur vie. Mais ils se sentent en devoir de donner leur temps, leur énergie, leur existence, leur santé au nom d'un système qui ne les remerciera pas. Et ils voient leurs ressources diminuer. Là, en ce moment, avec l'inflation et les salaires on voit que c'est de plus en plus dur. Hein. Autant aller mourir sur l'Everest. Alors là... Et le principal, c'est de ne pas s'en rendre compte. Oui, question d'inconscience et aussi question d'acceptation de l'absurdité de toute vie. Il y a beaucoup de gens qui ont tout lâché. Je cherche le nom d'un ministre, comme ça quand même, un ex-ministre du gouvernement français,
qui tout d'un coup a acheté un bateau et qui est parti, et tout seul, en mer, et qui est parti pendant plusieurs années. Renaud avait fait ça, lui-même, il était parti en mer, heureusement qu'il l'a fait au moment où il le pouvait. Donc il y a plein de gens qui, à certains moments, font des choses qui sont complètement absurdes, parce que concrètement, vous êtes tout seul sur un bateau, vous avez super peur, vous êtes super seul, il va y avoir des tempêtes, vous allez passer votre temps à vomir, à vous accrocher à un mât qui a coûté 200 000 euros, tout ça pour probablement, enfin, pour risquer de mourir bêtement. Bêtement, ça sert à rien, ça n'apporte rien à personne. Mais c'est vous qui dites que ça sert à rien pour celui qui navigue, c'est clair. C'est son but, c'est sa passion, c'est tout. Même s'il en meurt, c'est pas grave. Bah ouais. Le bardu, il est mort bêtement, mais il est mort dans l'eau. C'est génial. Et c'est là que peut-être qu'on trouverait quelque chose. Ça me fait penser à moi ce que j'ai vécu. C'est vous qui émettez un jugement. Non, mais c'est. Mais moi, je suis concerné. Moi, je me suis impliqué dans les luttes contre la radicalisation, par exemple. Et j'ai plein de collègues qui me disent « Mais t'es fou, tu vas côtoyer des gens radicalisés à mort qui t'insultent, te menacent. Et pourquoi faire? Est-ce que t'es payé mieux devant ces gens ?» Au début, oui. En 2015, c'était bien payé les formations pour la déradicalisation. Maintenant, ça paye plus. Mais il y a quelque chose que je tiens à dire, quelque chose qui est ambigu là. C'est qu'à mesure qu'on va face aux gens dangereux, on n'est plus en danger. Et c'est pareil pour les alpinistes. À mesure qu'ils font des choses qui sont quasiment impossibles. Moi, j'ai vécu ça. J'ai fait que quelques sommets autour du Mont Blanc. Quand j'étais accroché à une falaise avec 2 phalanges et que je voyais 800 mètres de vide en dessous de moi et que le gamin qui tenait la corde en bas tout d'un coup l'a lâché pour aller discuter avec d'autres copains, j'ai senti que voilà, ma vie, elle tenait à 2 phalanges. Et au moment où il a retrouvé sa corde, je l'ai aimé, mais je l'ai aimé. Enfin, et j'ai vécu ça. En fait, il faut mettre en péril sa vie pour lui donner une valeur, peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis surtout, au niveau des rapports que j'ai avec les gens violents, maintenant, j'ai jamais été vraiment agressé depuis une trentaine d'années, alors qu'avant, je le vivais beaucoup plus crûment, parce que j'étais dans une cité où il y avait des agressions, parce que, comment dire, on a plus peur, tiens, c'est la leçon que j'ai tirée en fait de tout ce travail, on a plus peur de ce qu'on s'imagine que de ce qu'on vit réellement dans les actions. Donc, dans les actions, la première fois que j'ai rencontré un terroriste, je me disais, est-ce qu'il risque de me tuer? Et je me disais, bon, je suis dans une prison. Pour sortir, il y a 50 serrures, et s'il me tue, a priori, il va pas avoir sa liberté provisoire. Non. Après, je savais pas qui avait tué combien, etc. Donc je voulais pas savoir. Donc je savais pas à qui je m'adressais. Mais tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je vais serrer la main à tous les détenus parce que c'est tous des humains et qu'il n'y a aucune raison de juger un homme par un fait. Serait-il un méfait terrible? Et donc, j'étais dans une prison de longue peine. Donc, les longues peines, c'est les meurtriers. Et je pense que n'importe qui peut tuer quelqu'un un jour, par accident, ou enfin voilà. Mais donc, j'aurais tous serré la main, et puis j'ai été digne, et je me suis sorti grandi de ça, parce que je me suis dit, en fait, j'aime les humains, et quels qu'ils soient, j'essaie d'aller parler à leur humanité, et ça s'est toujours très bien passé. Et du coup, en sortant, si dans un collège, où autrefois je rasais les murs en sortant d'un collège parce que je voyais qu'il y avait une baston, aujourd'hui j'y vais et je leur dis, ça va, qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un qui est par terre, ça va, vous êtes tombé? Non, je vais vous aider, venez, enfin, je peux, mais d'une façon spontanée et débonnaire, joyeuse, agir d'une façon utile. Je ne crains plus les coups, je n'en reçois plus, alors que quand je les craignais, je les recevais. C'est celui qui craint qui est désigné comme victime, et le fait de pouvoir agir en étant un homme debout change la qualité de l'existence. Et c'est Sartre qui m'a appris ça. Dans beaucoup de témoignages, il montrait qu'il pouvait à tout moment rentrer dans une situation en jouant n'importe quel personnage, parce que justement il se défaisait de tout ce qu'il était prétendument condamné à faire en tant qu'intellectuel. Il pouvait adopter n'importe quel point de vue et copiner avec n'importe qui à n'importe quel moment. Et ben du coup, il vivait plein d'expériences énormes, et c'est intéressant, on s'ennuie moins. Mais puis c'est là qu'il faut imaginer l'alpiniste heureux. Il faut imaginer
celui qui va au devant de l'expérience qui peut être très pénible, il faut imaginer qu'il y a une jubilation là, et que exister, ça peut être ça, que ça peut être se lancer avec. Et en fait, plus on a la trouille, mieux ça se passe, souvent, parce que en fait, le plus terrible, ce sont d'abord nos propres fantasmes. Osons le dire. Où que l'on soit. Quand je dis que, par exemple, j'ai fait de l'escalade, j'étais accroché. Donc, parfois, je dérapais. J'avais très peur au moment où je dérapais, puis je sentais que la corde était là. Bon, sauf quand le gamin qui la tenait commençait à... Mais on est prudent, on est intelligent. Et la prudence s'acquiert à force de faire des essais, à force de se forcer, à force de se mettre dans des situations inédites. Et peut-être que du coup, en sortant d'ici, je vais escalader un mur et que je vais mourir, mais au moins ça m'aurait fait rigoler juste avant de mourir. Tandis que d'autres vont attendre la mort comme on attend un phénomène qui tarde. Ça, c'est terrible, ça, de voir ça. Il y a des gens. C'est pas absurde du tout. Le fait de vouloir déradicaliser. Ouais, si, oui et non. Parce que c'est absurde, c'est pas. Je vois pas l'absurde là-dedans. C'est plutôt un but. Ouais. Enfin, moi, ça donne un sens à ma vie, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse être ce qui me ferait le plus m'épanouir. J'aurais jamais imaginé ça, s'épanouir dans des prisons. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que je n'ai aucune raison d'exister, mais j'ai raison d'exister quand j'agis. Et que je fais quelque chose, même si c'est aussi bête que de monter un sommet. Même si c'est aussi bête que d'aller parler à un terroriste. C'est pas bête de monter un sommet. C'est la théorie de l'absurde, d'ailleurs. Je pensais à Camus qui dit, imaginez vous poussez un rocher en haut d'une montagne. Il y a plein de gens, les sports à haut risque, c'est souvent ça. C'est-à-dire que là, il y en a qui m'épatent. Avec Internet, on peut vraiment mater des trucs incroyables. Ils se font larguer en hélicoptère sur des arêtes. Donc, et ils ont une caméra sur leur casque, donc on voit exactement ce qu'il y a. Il y a un truc qui fait pas plus de 10 cm de large. Hein. Et ils sont là, ils tombent avec une sorte de surf. Et hop, et ils vont glisser sur une arête. Il y a 800 mètres de falaise d'un côté, 800 mètres de falaise de l'autre. Et ils glissent là-dessus. Et il y a un vertige inouï. À tout moment, il suffit d'une petite caillasse, parce que personne n'a été damé la neige ni rien. Donc il suffit de rien pour qu'il tombe. Et il y a une jubilation formidable dans le fait de se mettre en danger. Ce qui est bête, c'est quand quelqu'un qui n'a pas été assez bien entraîné, à peine arrivé, s'écroule. Ça arrive très souvent. Il y a des gens qui n'ont même pas appris assez. Mais ce qui est fabuleux, c'est des gens qui font ça depuis 50 ans, qui s'y entraînent sans arrêt. Et on voit des gens, parfois, qui ont vraiment un âge très avancé et qui se lancent dans des trucs inouïs. Là, j'ai vu Marc Battard, qui a 75 ans, qui se refait l'Everest. Donc, c'est lui qui a lancé beaucoup d'expériences où on emmène des jeunes délinquants au sommet des montagnes. Et c'est jubilatoire. Et surtout de voir un petit homme comme ça, qui arrive à marcher 50 km par jour en portant 50 kilos, et en haute montagne, et qui se dit, mais en fait, j'ai rien de mieux à faire. J'ai rien de mieux à faire parce que je ne me satisferais pas d'une vie qui ne serait pas risquée. Qui ne serait pas... Le journaliste Sylvain Tesson. Je sais pas s'il grimpe encore, lui, parce que sa dernière gamelle... Sa dernière gamelle lui a porté cher. Il a suivi les chemins noirs. Oui, les chemins noirs. Ah, c'est bien. Il faut que... Très bien. Je vais lire toute son œuvre ce soir, parce que... Qu'est-ce qu'il écrit bien. Mais vachement bien. C'est du jardin qu'il a interprété. C'est plutôt dans des milieux favorisés. C'est du jardin qu'il a interprété. Ouais, j'ai pas vu. Bon, ben voilà, je sais pas, j'avais une conclusion édifiante. Il faut imaginer un alpiniste heureux. Voilà ma conclusion. Mais ils sont... Et Tesson, il faut imaginer Tesson heureux. Sisyphe. Et en fait, il y a beaucoup de journalistes qui parlent de ça en disant
L'actualité, c'est quelque chose d'horrible. Il y a de plus en plus de dictatures dans le monde. Il y a de plus en plus de souffrances. Les journalistes sont de moins en moins bien payés. Et les journaux sont possédés par des grands groupes. On doit écrire de moins en moins d'articles intelligents, etc. Mais il faut y aller encore, il faut donner du sens à tout ça, il faut dire les vérités, il faut transmettre les informations, il faut aider les gens à penser. Et c'est de plus en plus dur, mais on va de plus en plus le faire quand même. Et il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire que il y a une œuvre incroyable. Donc vraiment, il y a une sorte de chute en ce moment de toutes les valeurs, de toute la culture, de toute la pensée. Et il faut résister à quelque chose qui est tellement tentant. C'est tellement plus facile d'aller pendant 6 heures regarder des distractions sur un petit écran que plutôt que d'aller rencontrer des conférenciers comme vous le faites, parce que vous êtes l'élite, et évidemment. Il faut imaginer un bonheur dans cet effort gigantesque. Là, vous avez vraiment réussi à vous taire pendant 1h30 devant quelqu'un qui est hyper bavard et qui saute d'une idée à l'autre. Et il faut imaginer qu'il y a un bonheur là. Alors quand bien même que pendant ce temps, la barbarie a continué. Mais peut-être que là j'ai semé, vous allez semer, et nous allons ensemble faire en sorte que tous les humains vont marcher main dans la main. Merci. Le mois prochain. Merci. Oui, la logique là chez vous. Le mois prochain, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. Mercredi 13 décembre. Merci beaucoup pour votre écoute et votre regard qui dépendent de vous.